Robb et Robinson publient dans la Review of Financial Studies une étude originale portant sur le financement des entreprises naissantes aux États-Unis. Ils exploitent un très large échantillon privé et donc à accès restreint, constitué en 2004 et suivi jusqu'en 2011 par la fondation américaine Kauffman. Ce type d'étude permet, en analysant les choix de financement réalisés par les entrepreneurs au tout démarrage de leurs affaires, de mieux comprendre le rôle du système financier dans la création d'entreprises. Elle souligne ici l'importance du système bancaire, tant ces jeunes pousses dépendent des financements mis à disposition. Ce résultat peut apparaître surprenant car les approches théoriques dominantes suggèrent plutôt le contraire. Si on se réfère par exemple à la célèbre thèse de Stiglitz et Feiss, les banques confrontées à une population d'emprunteurs non discernables mais de qualité hétérogène n'ont pas meilleure réponse pour régler leurs problèmes d'asymétrie d'information que de recourir au rationnement du crédit. Aussi, en suivant l'argument de Berger et Udell, on peut penser qu'avec l'âge, l'opacité financière de la firme se réduit et l'accès au financement se diversifie. Selon la théorie du cycle de vie, les entreprises naissantes recourent aux apports personnels, puis vient le temps des business angels et du crédit fournisseur. Ce n'est qu'ensuite qu'apparaîtraient les financements intermédiaires. L'étude de Robb et Robinson exploite l'échantillon de firmes naissantes en 2004, suivi par Kauffman pendant 8 années et plus exactement 3 972 entreprises sur les 4 928 de départ. Il s'agit de très petites firmes, majoritairement des sociétés de services, n'employant pas ou très peu de personnel, souvent logés dans le garage de la maison. Seuls 27,7% d'entre elles ont déjà pris une forme de société. 35% ne réalisent encore aucune vente durant leur première année de vie. Mais 16% ont déjà un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 $. 44,5% ont déjà réalisé des profits. L'étude distingue deux types de financement, fonds propres et dette, apportés par trois catégories: les entrepreneurs, les proches, les sources externes. Si on observe les financements moyens en dollars en 2004, les apports les plus importants viennent sous forme de dettes procurées par des sources extérieures et de fonds propres par l'entrepreneur. En termes de nombre de firmes concernées, 78% ont bénéficié d'apports de fonds propres des entrepreneurs et 36% de dettes extérieures. Ces derniers financements sont donc moins fréquents, mais plus importants quand ils se réalisent. On peut distinguer parmi les dettes les balances des cartes de crédit au nom du business, fréquentes, mais limitées en montant de l'ordre de 7 000 $, et les financements bancaires, beaucoup plus importants en montant, surtout lorsqu'il s'agit de prêts au business lui-même, 261 000 $ en moyenne, mais alors moins fréquents. Les prêts non bancaires sont rares, mais d'un montant élevé quand ils se produisent. Les cas d'apport de capitaux propres externes à des firmes naissantes sont rares, 205 sur près de 4 000. Il s'agit de quelques cas de business angel, 110, ou encore plus rarement à ce stade, d'intervention de gouvernement, 27, ou de venture capitalistes, 26. Alors les montants en jeu sont beaucoup plus élevés, 1 163 000 $ en moyenne. De ces premiers résultats, on peut constater que les financements propres apportés directement par les entrepreneurs jouent un rôle clé. Ceux venant des proches ou des sources extérieures sont soit marginaux, soit peu fréquents. Il n'en demeure pas moins que, contrairement à l'hypothèse du cycle de vie,
Le financement externe par dette joue un rôle déjà significatif en volume moyen et en fréquence. On pourrait se demander s'il s'agit d'une sous-population particulière, plus grande dès sa naissance des autres entreprises naissantes. Pour apporter une réponse à cette question, Robb et Robinson étudient des échantillons composés a priori des firmes les plus petites, à 0 employés ou ne disposant pas de locaux propres. Dans les deux cas, le financement par dette extérieure reste significatif, au-dessus de 40% et bien supérieur au crédit fournisseur. Robb et Robinson se demandent également si les petites firmes se passent de dette quand elles ont le bénéfice d'apports importants de fonds propres, soit par des business angels, soit par des venture capitalistes. Certes, le financement par dette est moins élevé dans ces cas, mais il reste présent et significatif de l'ordre de 25%. Les banques continuent à jouer un rôle dans le financement de ces firmes naissantes. Robb et Robinson regardent ensuite si le financement de ces entreprises est influencé par l'expérience de l'entrepreneur. Ils distinguent les entrepreneurs expérimentés, qui sont déjà à leur deuxième création, et les serial entrepreneurs, qui en sont à leur troisième ou énième opération. Il n'y a pas de différence significative dans le recours à la dette. Seuls les recours aux fonds propres extérieurs, business angel ou venture capitalist, sont plus importants. Robb et Robinson fournissent d'autres résultats originaux que nous ne pouvons ici reprendre en détail. Nous évoquerons une étude économétrique qui met en relation le recours à la dette extérieure et la qualité des garanties apportées ou le degré de protection des créanciers en cas de faillite. Les montants apportés par les banques y sont bien sensibles. Par ailleurs, les entreprises les plus endettées ne sont pas handicapées dans leur croissance ultérieure au cours des 4 années qui suivent. Aucun lien n'apparaît avec l'intensité des profits réalisés. En conclusion, cette étude de Robb et Robinson montre que, bien que ces entreprises ne soient qu'au premier stade de leur développement, elles dépendent déjà au niveau de leur financement assez fréquemment et de manière significative du crédit bancaire. Ceci ne signifie pas que les banques assument une part importante du risque lié à la création. Elles se contentent d'apporter la liquidité nécessaire, laissant à l'entrepreneur tout le poids de l'incertitude à travers les garanties prises. Cet aspect apparaît déterminant. Quand la qualité, par exemple, des biens immobiliers apportés en garantie par l'entrepreneur est élevée, le financement par crédit est plus abondant. Pour finir, Robb et Robinson suggèrent qu'un ratio de l'ordre de 40% de financement par dette s'inscrit dans la moyenne pratiquée par les firmes naissantes américaines. Ils n'en font cependant pas une norme à prescrire.